si on veut faire des IA personnalisées, on va devoir utiliser des données personnelles, des données sensibles, et c'est là que l'IA embarquée va s'imposer pour le grand public. On est en train d'observer cette course à l'armement, en quelque sorte, qu'on craignait tous. Moi, je rêvais de participer au CES, parce que je voyais ça dans les magazines quand j'étais gamin, mais en tant que visiteur. Oui, bien sûr. Et puis je me suis retrouvé à être disons, exposant, donc c'est incroyable. C'est beau de voir cette aventure sur le sol helvétique, si on peut dire ça comme ça. Bienvenue dans cette nouvelle interview Alpacity. Aujourd'hui, je reçois Hugo Flaillac, cofondateur et CEO de Seasky, une entreprise spécialisée dans l'IA embarquée. Hugo reviendra sur son parcours entrepreneurial et nous parlera de la mission qu'il s'est fixée et des solutions concrètes que l'IA embarquée peut offrir aux PME. Hugo Flaillac, bonjour. Bonjour Delphine. C'est un vrai plaisir de te recevoir sur la chaîne YouTube d'Alpacity. Est-ce que tu pourrais un peu nous parler de ton parcours et aussi des moments clés qui t'ont amené à ton aventure actuelle ? Avec plaisir. Alors le parcours, il est toujours un petit peu atypique pour les entrepreneurs. Je pense qu'on a tous fait plus ou moins des choses différentes. Je ne vais pas monter trop loin dans ma carrière. Tu vas où tu veux. On est là. En tout cas, ma carrière en Suisse a commencé à l'EPFL, où j'étais recruté pour être chercheur. Et je faisais à l'époque de la physique, de la physique quantique. Et puis on commençait, sur la fin en tout cas de ma période académique, on commençait à utiliser des outils d'intelligence artificielle ou de machine learning en physique aussi. Donc je me suis un peu passionné pour le sujet. Et puis après, j'avais fait mon temps un petit peu dans l'académie. Ouais. J'ai eu le choix entre devenir professeur ou passer à une autre carrière. Et voilà, j'avais estimé que j'avais fait mon temps dans ce domaine. J'avais écrit pas mal d'articles scientifiques. Et puis après, j'ai basculé dans le monde, disons, de l'entreprise. Mais je fais une transition douce parce que je suis passé par la HEIGVD d'abord, où j'ai bossé pour un projet d'intelligence artificielle au service d'une PME suisse qui m'a ensuite recruté. Puis j'ai eu la chance de construire, disons, une sorte de start-up dans la PME où on a développé des outils d'IA avec mon équipe pour le médical. Donc on faisait du prédictif pour les hôpitaux, en tout cas pour le parcours patient. Et c'est un petit peu ce qui m'a amené je peux t'expliquer comment ça m'a amené à faire ce projet actuellement. Ok, donc tu es passé du monde de chercheur, enfin de la recherche, à celui de la PME et aujourd'hui de l'entrepreneur. Exactement. Il y a eu une petite période où j'étais indépendant, où je fais un petit peu de consulting. Donc ça a été plutôt après la PME. Donc j'ai un petit peu vu toutes les facettes. Donc j'ai été chercheur, j'ai été employé, j'ai été indépendant, puis maintenant entrepreneur. Voilà. Alors on y va dans l'entrepreneuriat. Donc tu as monté Seasky. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce que vous faites aujourd'hui ? Et puis on aime bien toujours un petit peu l'aventure de cette belle start-up. Oui. Du coup je reprends où j'en étais tout à l'heure. C'est-à-dire que quand je bossais dans cette PME en Valais, on travaillait avec des données patients. Les données patients, il n'y a rien de plus sensible. D'accord ? Tout ton historique médical, nom, prénom, traitement, pathologie. C'est des données extrêmement sensibles, évidemment. Et pour entraîner les modèles d'IA, donc on entraînait nos propres modèles à l'époque pour faire du prédictif, et on avait besoin de ressources de calcul. C'est comme aujourd'hui, on avait besoin de GPU, de puces IA pour faire l'entraînement. Et on n'avait pas tellement le choix à l'époque d'utiliser des clouds américains. Dans ce cas de figure, c'était Microsoft Azure. Sauf que Azure, c'était pas forcément hébergé en Suisse à l'époque, ni même en Europe. Alors, en cours de projet, ça a été rapatrié en Europe. Mais je me suis dit à ce moment-là, est-ce qu'on peut pas faire mieux que ça ? On a quand même des données hyper sensibles. Est-ce qu'on peut pas les ramener plus proches de l'hôpital, au moins ? Et puis je me suis passionné pour l'IA embarquée à cette époque, parce que c'était un truc un petit peu niche, mais qui était un peu propulsé par Google à l'époque, qui vraiment a mis des outils pour les développeurs. Et petit à petit, j'ai eu une espèce d'illumination sur le fait que l'IA embarquée, ça va être le futur de l'IA pour servir la confidentialité et la cybersécurité. J'ai eu cette conviction. Je sais pas comment l'expliquer, mais je me suis dit, dans 2-3 ans, ça va être le gros truc. Ça, c'est juste. Peut-être quelques mots sur l'IA embarquée. Qu'est-ce que c'est ? Comment ça fonctionne ? Quelle est la différence avec tout autre type d'IA ? Alors, il y a 3 méthodes de déploiement des outils d'IA actuellement. C'est dans le cloud. Ouais. On va y revenir sur le cloud, j'imagine. Il y a le déploiement sur les serveurs d'entreprise. On appelle ça on-premises. C'est-à-dire qu'on rapatrie les moteurs d'IA
dans les murs de l'entreprise. Et puis ensuite, il y a l'IA embarquée, c'est-à-dire qu'on a le moteur d'IA qui est à côté de nous dans la pièce. Donc en particulier pour notre assistant, on a du hardware dédié qu'on met avec nous à côté pour traiter les données localement avec nous. Qui est embarqué avec nous finalement. Voilà, exactement. Donc l'IA embarquée, c'est vraiment je traite et je collecte les données à côté de l'utilisateur. On appelle ça du edge en anglais. Ouais, c'était une de mes questions. Le Edge AI, c'est la définition de l'IA embarquée en français. Oui, exactement. Ouais, il n'y a pas d'autre différence à ça. Le Edge, c'est un terme américain pour dire qu'on est au plus proche de la donnée, au bord du réseau, en fait. C'est comme ça que c'était pensé au départ. Donc ça, c'est une vraie philosophie ou quand, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, de se dire que le futur, ce sera de l'IA embarquée pour tout un tas de raisons. Et est-ce qu'on peut aller justement dans ces raisons qui font que, selon toi, c'est la voie pour avoir une meilleure protection des données ou tout autre argument favorable ? Il y a 1000 raisons pour lesquelles ça va se démocratiser absolument partout. Si je regarde, je fais une vue d'avion, on va de plus en plus vers les IA personnalisées qui vont s'adapter à nous. On voit ChatGPT en train d'implémenter des outils avec une mémoire de plus en plus efficace. ChatGPT va apprendre de nous toute notre vie. Donc il va falloir accepter de partager ces données sensibles et personnelles tout au long de notre vie avec OpenAI. Ça peut être OK, il y a des gens qui sont OK avec ça. Mais par contre, si on donne le choix aux utilisateurs de dire est-ce que vous préférez que vos données transitent vers OpenAI et reviennent vers vous, ou alors on vous fournit un assistant qui est chez vous, dans votre maison, entre vos murs ou sur votre téléphone, et qui ne partage rien avec l'extérieur, il n'y a pas de débat, les gens vont choisir la version confidentielle. Donc, si on veut faire des IA personnalisées, on va devoir utiliser des données personnelles, des données sensibles, et c'est là que l'IA embarquée va s'imposer pour le grand public. Maintenant, si on parle des entreprises, l'IA embarquée, ça sert la protection des données, la cybersécurité. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de transit de données vers l'extérieur. Donc on peut rester en silo fermé. Donc c'est une raison pour laquelle, dans certains cas, ça va se démocratiser dans les entreprises également. Nous, on le fait pour les réunions confidentielles, mais il y a plein d'autres cas d'usage qui vont apparaître. Donc, tu as eu cette vision, on peut parler de vision. Comment ensuite tu as transformé cette vision en un produit qui est Seasky pour les entreprises ou tout type de marché? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette aventure Seasky? Oui. Donc, en bon ingénieur-chercheur, avec, disons, la vision européenne, moi, je voulais vraiment faire un produit dans ce domaine de l'IA embarquée, un premier produit pour me crédibiliser dans ce domaine. Donc, j'ai commencé avec une application sur téléphone. D'ailleurs, j'aimerais la remettre sur le marché maintenant, c'est beaucoup plus facile qu'à l'époque. Et on avait fait une sorte de Apple Intelligence. C'était notre premier produit il y a 3 ans. Donc, j'avais fait le prototype moi-même. Alors, ça faisait quoi ? On avait des appels téléphoniques. Et puis, il y avait un petit moteur d'IA sur le téléphone. Alors, c'est sur Android à l'époque, qui écoutait ce que moi je disais, on ne prenait pas la conversation de l'autre côté. Et dès qu'il y avait un rendez-vous qui était mentionné, un to-do, je vais t'envoyer le rapport demain. Excellent. Ça capturait, et ensuite ça faisait des items qu'on pouvait pousser dans le calendrier ou dans les to-do du téléphone. Alors ça, c'était pas mal parce que ça nous a crédibilisé dans le domaine, et ça nous a permis ensuite d'avoir le premier financement, de l'EPFL et ainsi de suite. Et ensuite, quand on a voulu vraiment vendre un produit, on s'est rendu compte en fait, les téléphones, c'est pas très adapté au monde de l'entreprise, en tout cas dans les réunions confidentielles ou les conversations confidentielles. Donc, on est plutôt parti sur du hardware dédié, où on sait que le hardware a les bonnes capacités pour traiter les réunions confidentielles, plutôt qu'un téléphone, même s'il y a certaines startups qui restent sur ce format. Et ça, c'est un produit qu'on a développé avec Stéphano quand il a rejoint. Okay. C'était sa première mission quand il a rejoint le projet de développer ce produit ClearMind. Le ClearMind. Peut-être juste un petit aparté, pourquoi Seasky, le nom ? Seasky, ça vient de Clear Sky. Okay. Comme on fait de l'IA sans cloud, on a eu cette idée d'appeler ça Clear Sky initialement. Et puis le registre du commerce nous a refusé Clear Sky, parce qu'il y avait déjà des entreprises qui s'appelaient comme ça. Donc on a compressé en Seasky, mais en fait Seasky, ça a toujours été le nom de domaine de notre projet.
Et au final, c'était gagnant, même si c'est dur à prononcer, que les gens ne savent jamais c'est C-Sky, c'est Sky ou Une ou fois Sky. qu'on le sait, voilà, c'est ça. C'est dur et pas dur, parce qu'une fois qu'on le sait, c'est clair. Exactement. C'est clair. Et ce qui est bien aussi, c'est pour le référencement, parce que quand on tape C-Sky, on nous trouve tout de suite sur Google. On n'est pas mélangé avec d'autres projets. Tu as fait donc ce hardware. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment... nous plonger dans les débuts avec qui vous avez travaillé. Voilà, c'est quelque chose de très physique. Comment on fait du hardware en Suisse? Alors, nous, on ne fait pas le hardware, en tout cas de la partie, on a un mini ordinateur qui fait toute la partie compliquée de IA générative, traitement de la parole et tout ça. On ne fabrique pas ça. On n'a aucun intérêt à le faire parce qu'il y a des fournisseurs qui le font très bien. Actuellement, on travaille avec HP. HP qui, je l'espère, va être un partenaire long terme pour nous à différents niveaux. On a des mini-micros, donc on peut en mettre jusqu'à 4 sur la table pour comprendre qui parle dans la pièce. Et ces micros, nous, par contre, on est en train de travailler sur un micro in-house. Donc on travaille avec des ingénieurs en Suisse qui bossent là-dessus avec nous. Et ce micro, il va être essentiel parce qu'il va nous permettre de désolidariser le mini-ordinateur du microphone. On ne sera pas obligé d'avoir les deux qui sont l'un à côté de l'autre. Et on va pouvoir le mettre en réseau aussi local dans les entreprises. Donc là, on est en train de développer notre hardware pour les microphones intelligents. Et ceux qu'on a actuellement, c'est des micros open source, mais qu'on programme avec de l'IA aussi pour traiter le son et collecter les données. Les cas d'usage, donc si on peut, pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien, ce que propose le cœur de métier de C-Sky, enfin le premier service que vous proposez aux entreprises. Oui, ce qu'on fait en fait, c'est très simple. On a créé un assistant hors ligne qui vient soit assister, soit substituer une personne qui prend les notes dans la pièce. Voilà. Donc, Delphine, je vois que vous prenez des notes, par exemple. Donc, notre assistant, on a juste à le mettre sur la table. Il va écouter la conversation. C'est un outil qui marche très bien pour le présentiel. Il n'y a pas beaucoup d'outils sur le marché qui sont capables de faire ça, parce que c'est assez difficile. Et qui va prendre le PV pour vous, sans partager de données vers l'extérieur. Okay. Alors après, une fois que vous avez le PV, vous pouvez le partager de manière encryptée avec vos collègues via vos logiciels existants. Mais c'est vraiment un outil qui vraiment est comme une personne dans la pièce qui prend les notes. On peut être jusqu'à combien de personnes autour de la table pour que l'IA puisse traiter toutes les voix qu'il pourrait y avoir? Là, on est 2, j'imagine que... En fait, la limite, c'est pas tellement le nombre de personnes, c'est la similarité entre les voix. Ok. Donc, si on se retrouve avec des jumeaux autour de la table, par exemple, ça peut être très difficile de séparer leurs voix. Donc, on a 2 mécanismes pour séparer, c'est l'empreinte vocale et ensuite direction du son. D'accord ? Mais la limite, c'est vraiment là-dessus. On a fait des réunions qui sont des comités de direction où il y a 25 personnes dans la pièce et ça fonctionne très bien. Ok. Est-ce qu'il y a une plateforme derrière qui gère justement l'ensemble des discussions, les PV, la manière dont les PV doivent être rédigés, etc. Et puis qui les relie, etc. Quelle est la suite de l'enregistrement? Ouais. Donc on a parlé de la sécurité, la protection de données, mais il y a tout un aspect fonctionnel à ce device. Quand on fait un prototype, initialement, on est très content, ça fait un joli résumé, mais à la fin, il faut que ce soit exploitable directement par l'organisation. Donc on a fait tout un travail avec la partie logicielle pour générer un PV ultra personnalisé, et on va aller écrire directement dans les templates de l'organisation. Ils ont toujours des templates Word, en général, avec des sections. Et nous, on va mettre des balises dans ces documents pour que ça puisse aller écrire directement, point par point de l'ordre du jour, directement dedans. Et on essaye maintenant d'avoir vraiment un PV ultra personnalisé, que ça se fasse automatiquement, parce qu'on ne peut pas customiser manuellement pour tout le monde. Donc on a un module de document intelligence, comme on appelle ça, où les gens peuvent donner des modèles, et ensuite ça va adapter, et puis sortir un PV qui est vraiment sur mesure. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, on n'a pas du tout accès à leur machine. Une fois qu'elle est livrée, on n'a plus d'accès direct à la machine. On leur a fait une interface pour qu'ils puissent complètement gérer leurs données d'entreprise, leur jargon, leur modèle de PV et les templates aussi pour les réunions. Alors, tu dis souvent que C-Sky, c'est aussi une entreprise, un projet à mission. En fait, quelle est, selon toi, cette mission et vraiment l'avantage que les entreprises comprennent bien d'avoir les données
à la maison. Quel est vraiment l'avantage ? Ouais, c'est vrai que, comme je l'ai dit un petit peu au début, on a une start-up à mission, on veut vraiment démocratiser l'IA confidentielle. Alors ça, c'est un premier produit qui a une bonne traction actuellement dans les grandes entreprises, notamment dans les banques. La Réunion, c'est un use case universel, d'autant que l'outil est complètement multilingue. Par contre, on peut faire des milliers d'applications avec la même technologie. Donc notre mission, c'est vraiment de démocratiser l'IA embarqué, donc redonner la propriété des données aux utilisateurs, qui redeviennent maîtres de leurs données. Parce que essentiellement, quand on utilise notre dispositif, le flux de la donnée, il est sur la table devant nous. Il n'y a aucun transit de données. Et ça, on va essayer de démocratiser. Il y a plein d'applications qui viendront dans le futur si on continue à avoir du succès. On peut penser à des assistants pour la maison, on peut penser à des assistants embarqués dans des véhicules professionnels par exemple, où on peut travailler en conduisant, particulièrement si c'est un véhicule autonome, et où on a besoin de confidentialité. L'IA embarquée, ça a d'autres avantages, on peut exécuter de manière illimitée. Et pour les applications en temps réel, c'est génial, parce que le cloud, ça coûte très cher. Ouais, bah justement, j'allais en venir à ces applications qui se font aujourd'hui principalement sur le cloud. Ça, c'est aussi, tu es très tranché là-dessus, ça fait partie de votre vision. Quels sont aussi les défis entre l'IA embarquée et cette, entre guillemets, facilité du cloud sur des potentielles mises à jour, sur des derniers modèles ou des dernières fonctionnalités ? Oui. Alors le cloud, il va rester. On n'est pas non plus des opposants au cloud. Il y a plein d'applications où c'est nécessaire et c'est beaucoup plus scalable. Si on veut traiter des réunions, par exemple opérationnelles, où il n'y a pas tellement de confidentialité, c'est peut-être mieux de passer par des plateformes cloud, évidemment. Par contre, pour tout ce qui est conversation d'entreprise sensible, où il y a des discussions stratégiques qui sont impliquées, moi, je déconseille fortement d'utiliser le cloud. Pourquoi ? Parce que, en fait, on vous vend de la sécurité des données, c'est-à-dire faites-nous confiance, on héberge vos données, on les traite, on vous les renvoie. Mais on sait que les clouds américains en particulier utilisent les données pour réentraîner les modèles. Ça, c'est clair. Alors, il y a des formats entreprises qui sont un petit peu plus sécurisés, évidemment. Mais il faut faire confiance. Voilà. Et on s'aperçoit que dans les grands groupes, en tout cas, les gens ne font pas confiance. Donc, ils préfèrent encore prendre les notes manuellement, avec un ordinateur ou même parfois avec un papier-crayon. Donc, il y a une transformation digitale qui est très lente dans ces domaines où il y a des conversations sensibles, à cause du fait qu'on n'a pas envie d'envoyer les données vers le cloud. Et c'est pour ça qu'on essaie de prendre cette niche et de proposer une transformation digitale dans ces contextes confidentiels. Pour revenir sur ces entre guillemets mises à jour, mais peut-être que c'est un peu plus global, comment on entretient ces modèles d'intelligence artificielle que vous développez pour avoir les dernières actualités ou les dernières évolutions, fonctionnalités, j'allais dire features, mais oui, la mise à jour, à chaque fois qu'on présente un prospect ou un client, c'est toujours une question qui revient. Comment je mets à jour ce dispositif, puisque vous êtes censé pas y avoir accès. Donc on a mis en place un mécanisme de mise à jour indirect. On va pousser un paquet d'update, et c'est le client lui-même qui va le faire dans l'interface. Donc il va juste faire un drag and drop dans l'interface, et puis la machine va se mettre à jour et redémarrer. Et puis ils auront la dernière version. Et on pousse des mises à jour une fois toutes les 2 semaines actuellement, parce que le produit est en développement rapide. Puis à terme, ça sera une fois par mois. Et les langages, les fameux LLM ou l'IA qui tourne, c'est de l'open source? C'est quelque chose que vous développez Oui. Alors, entraîner un modèle d'IA génératif, ça coûte des millions à développer, donc on n'aurait pas tellement d'intérêt d'avoir fait une levée de fonds pour ça, et puis je pense qu'on se serait épuisé à entraîner un modèle. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on prend évidemment des modèles open source, on ne peut pas utiliser des API puisque c'est de l'IA embarquée, donc le modèle doit être sur la machine. Donc on part des modèles open source, ça peut être du Mistral, du Llama, ça peut être pas du DeepSeek, DeepSeek on fait pas, ça peut être du Google Gemma, on a différentes saveurs et variétés. D'ailleurs les clients peuvent choisir le modèle qu'ils préfèrent, s'ils préfèrent avoir du Mistral parce que c'est français par exemple. Et nous ces modèles, notre spécialité c'est non seulement de les compresser pour les rendre plus rapides, après on va faire du fine tuning, ça veut dire qu'on va
demander au modèle de se focaliser sur la génération de PV. Et si le client est d'accord, on peut même s'adapter directement sur des PV qui existent, donc qui ont été faits manuellement par un ou une secrétaire de direction, par exemple. Et là, on va avoir les performances vraiment maximales. On va arriver à reproduire le style, on va arriver à reproduire tous les éléments d'un PV. On n'essaie pas de faire mieux, on essaie de faire aussi bien qu'une personne physique, essentiellement. Mais voilà, donc c'est des modèles open source qu'on va remodeler à notre sauce avec notre équipe d'ingénieurs. Les marchés, tu en as un petit peu parlé, donc c'est vraiment cette idée de speech to text. Est-ce qu'il y aurait des marchés que vous avez, je pense qu'il y en a identifiés qui ont vraiment besoin de cette sécurité et de la protection des données, cette confidentialité. IA confidentielle, j'ai bien aimé ça, on retient bien ce mot. Oui, il y a un panel de use case qui est impressionnant pour tout ce qui est conversation professionnelle en général. Alors, on pourrait l'utiliser aujourd'hui ici sur la table, ça fonctionnerait très bien, mais il n'y a rien de confidentiel puisqu'on va partager sur YouTube. Mais par contre, il y a plein de use cases. Alors, on a parlé des réunions sensibles d'entreprise, comité de direction, COMEX, board meeting, donc les conseils d'administration. Mais par contre, dans le domaine juridique, les avocats ont des conversations très sensibles avec leurs clients et puis ils ont ce besoin d'automatiser. On a présenté la solution à des avocats un petit peu trop tôt, en 2023, qu'ils ont été très impressionnés. Puis on a décidé de ne pas continuer parce que c'était un petit peu... On était trop en avance. Par contre, là, les avocats sont à fond dans l'IA et je pense que c'est un marché qu'on va repénétrer très prochainement. La santé, évidemment. Alors, la santé... On en avait parlé déjà quand j'étais venu faire la démonstration la dernière fois, mais la santé, moi, c'était vraiment un domaine qui me tenait à cœur. Pourquoi ? Parce que la réunion d'entreprise, c'est formidable, c'est nécessaire de les automatiser, mais par contre, quand on amène ce genre de technologie pour un médecin, là, il y a une vraie valeur ajoutée pour tout le monde. Alors que la consultation est plus courte, le médecin est face à face à son patient, il n'est pas tourné sur son clavier, et à la fin, quand le patient est parti, il a un rapport complet de l'examen médical. Alors notre produit, il a été axé un petit peu dans cette direction initialement, qu'on avait travaillé avec des psychiatres. Et c'est une des raisons pour lesquelles ça s'appelle Clear Mind. C'était inspiré par le monde des psychiatres. Mais dans le domaine médical, il y a toujours ce problème du budget. Ah, du budget, ok. Ouais. Donc c'est une solution qui était un petit peu trop chère dans le format actuel pour le médical. Donc on a décidé de se focaliser sur le monde de l'entreprise où là, cette solution amène vraiment de la valeur ajoutée et où le pricing n'est pas discuté. Mais par contre, dans le médical, vraiment, je reste convaincu que ma petite sœur est médecin, vient de s'installer dans un cabinet. Et puis c'est trop bien. Je lui ai fait une sorte de variation de l'outil pour elle. Tu parlais de budget, c'est vrai que c'est un point ultra important, mais je pensais aussi à l'adoption, parce que parfois les solutions existent, mais le secteur est fait de telle manière que l'adoption, elle est pas évidente pour des questions financières ou autres. Est-ce qu'il y a quand même cet aspect d'adoption chez les avocats ou chez les médecins ou d'autres secteurs d'activité déjà bien organisés ? Je pense que, en tout cas, comme j'ai dit tout à l'heure, dans ce domaine juridique et médical, on était peut-être un petit peu trop tôt avec cet outil. Par contre, maintenant, les avocats et certains médecins aussi deviennent un peu des experts en IA, c'est-à-dire qu'ils testent les outils, ils se familiarisent avec, et ils commencent à comprendre, en tout cas, c'est certain dans le domaine juridique, parce que j'ai assisté à une conférence il y a pas longtemps à ce sujet. Maintenant, ils se questionnent. Donc j'ai utilisé ces outils, j'ai bien joué avec. Maintenant, est-ce que je peux l'utiliser au quotidien pour ma pratique professionnelle ? Et comment je fais pour traiter mes données sensibles et confidentielles ? Et les avocats commencent à comprendre qu'effectivement, l'idéal pour eux, ça serait d'avoir leur matériel dans leur bureau, avec leur outil d'IA qui tourne dans la pièce, essentiellement. Donc de eux-mêmes, ils ont compris, enfin en tout cas, c'est des discussions que j'ai eues récemment, que c'était ça la solution pour qu'ils puissent utiliser l'IA au quotidien dans leur pratique. Est-ce que tu parles de la bonne idée au bon moment ? Ça, c'est hyper important. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas sur la phase... Donc, il y a eu le boom de l'IA. Tout le monde a commencé à l'utiliser un petit peu. Je pense qu'après 3 ans, on l'utilise peut-être pratiquement au quotidien. J'en sais rien, je ne connais pas les chiffres. Mais donc, les avocats commencent à
j'imagine, utilise ChatGPT pour faire tout un tas de choses. Peut-être qu'il l'utilise très mal et qu'ensuite, il y aura cette phase où tu parles de cette prise de conscience. Et c'est là que la solution arriverait au bon moment, finalement. Exactement. Moi, j'ai entendu des avocats parler des nouveaux Mac Mini de Apple, avec leur puce M4, qui est très puissante. Et ils sont au fait que ce matériel peut leur permettre d'exécuter de l'IA générative dans leur bureau. Donc moi, j'ai dit, c'est génial. Ils sont prêts à m'écouter maintenant. Ouais, complètement. Donc c'est pour ça que maintenant, c'est un marché qui s'ouvre pour nous de lui-même, en fait. Voilà. C'est magnifique. Non, mais je me réjouis de voir cette percée chez les avocats et aussi les médecins. J'avais envie d'aller sur l'international parce que la première fois qu'on s'est rencontrés, Hugo, c'était au CES à Las Vegas. C'est vrai. Tu faisais des démonstrations de Seasky. Qu'est-ce que ça t'apporte, ce genre d'événement? Et ensuite, où vous en êtes, sur l'expansion de Seasky à l'international? Oui. Déjà, le CES, c'était un rêve de gamin. Ça, je crois que je l'ai répété 200 fois depuis un an. Moi, je rêvais de participer au CES parce que je voyais ça dans les magazines quand j'étais gamin, mais en tant que visiteur. Oui, bien sûr. Et puis, je me suis retrouvé à être disons, exposant, donc c'est incroyable. Grâce à Swiss Tech, d'ailleurs, qui nous a accueillis sur son stand. Donc, c'est génial. Le CES, ça donne une visibilité, alors aux États-Unis et puis aussi en Suisse. C'est génial d'être sélectionné pour aller au CES. C'est hyper adapté à ce qu'on propose, puisque c'est clairement. Consumer Electronic Show, donc c'est fait pour montrer des dispositifs électroniques, mais maintenant des dispositifs intelligents. Il n'y avait que ça en janvier, donc mettre de l'IA à peu près dans tout, dans les smartwatches, dans des bagues connectées, dans des écouteurs. Et nous, on était la seule entreprise qui avait vraiment un assistant offline. Mais pour nous, c'est génial parce que ça fait de la promotion, ça met un pied dans la porte aux États-Unis. On a rencontré des gens de chez HP qui ont dit « Mais c'est génial ce que vous faites, vous utilisez nos ordinateurs en plus. Attendez, on va bosser ensemble. » Donc, ça permet d'avoir accès à ces géants de la tech qui viennent parfois nous voir. On a eu des délégations de Microsoft, de Qualcomm, donc de HP et puis d'autres. Donc, pour nous, c'était carton plein. Ouais. Ouais, donc on peut confirmer parce que parfois on se demande, ces grands événements, il y a tellement de monde, c'est sur tellement peu de temps que est-ce que derrière on arrive à convertir ou garder le contact et en fait on voit que oui. C'est pour ça qu'on est en train de travailler sur un produit pour ces événements pour justement garder les conversations. Alors peut-être avec un pendentif, ça pourrait être pas mal. Mais vraiment, oui, c'est difficile de traiter toutes les interactions qu'on fait avec les gens. Mais en général, on a une bonne dizaine de choses qui donnent des opportunités, que ce soit au niveau partenariat. On avait récupéré un investisseur dans notre tour d'investissement, je pense qu'on va en parler après, justement au CES. Ça avait été le premier à signer d'ailleurs dans le tour d'investissement. Donc, en tout cas pour nous, c'était fabuleux. Après, attention, il y aura peut-être des phases dans le projet où ça sera peut-être moins pertinent d'y aller, surtout si on n'a pas un nouveau produit à présenter. J'espère qu'on aura toujours un produit à présenter parce que j'aimerais bien y aller chaque année. Ouais, puis c'est sympa la vibes de Las Vegas. C'est épuisant par contre. Ouais, c'est vrai. Raconte-nous ces levées de fonds. Il me semble que vous en avez eu 2, là, ça devait être un gros chapitre. Ouais. Est-ce que tu peux un peu nous partager ça ? Nous, la séquence, ça a été EPFL, qui a mis le premier ticket. On a eu une bourse qui s'appelle... j'ai oublié, c'était il y a tellement longtemps. C'est une bourse du Launchpad EPFL. Ok. Et qui nous a permis vraiment de démarrer le projet. Et puis, ça m'a permis à moi de me consacrer à 100% à ce projet. Donc ça, c'était le pré-seed, comme on appelle ça. Et c'est ce qui fait de nous une start-up EPFL, essentiellement. Donc, ils nous ont soutenus. On a eu accès à un laboratoire avec Jean-Philippe Tirant à l'époque qui nous a permis aussi de prendre des stagiaires. Donc, ça a été super. Et puis après, il y a la fondation FIT qui est rentrée aussi juste après. Ça nous a permis de créer l'entreprise et puis de se payer des petits salaires avec mon cofondateur Stéphano. Et après, on est rentré dans le vif du sujet. On a fait une vraie levée de fonds. Donc ça, c'était à partir de fin 2023. On a fait rentrer des business angels, donc des gens qui mettent leur argent dans notre entreprise. Et là, ça a été un exercice très difficile. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais on doit mettre ensemble...
tu me donnes l'argent sur une... Alors ça, on peut le faire avec des prêts convertibles, mais l'idée, c'est de rassembler des investisseurs qui ne se connaissent pas autour d'un projet. Pour nous, c'était notre première start-up, donc il faut nous faire confiance. Alors, on a évidemment on a des CV qui sont pas mal, donc en tout cas, on n'a pas des CV qui ne donnent pas confiance, mais néanmoins, il faut quand même avoir conscience, c'est des gens qui nous donnent leur argent personnel, qui ne se connaissent pas et qui doivent s'aligner sur un montant total associé à une valorisation de l'entreprise. Donc, tout ça, je l'ai réalisé un petit peu en cours de route. Et ça a été très dur parce que c'est une séquence extrêmement complexe à mettre en place. Et c'est pour ça qu'on dit qu'en général, ça prend 6 mois. Et dans notre cas, ça a été à peu près ça. Parce que c'est très compliqué. Intense. C'est intense dans le sens où il y a beaucoup d'administratifs, il faut parler avec un avocat, il faut mettre en place la documentation. Dans notre cas, c'était encore plus complexe. On a dû convertir. On était une SARL parce qu'on n'avait pas des poches très profondes avec Stéphane. On n'a pas pu créer une SA à l'époque. Donc, il y a eu cette séquence extrêmement compliquée pour nous, mais on y arrive. On y arrive. On a réussi à fermer le tour en mai 2024. Et puis ensuite, on a eu la chance d'avoir une bourse Inno-Suisse qui nous permet d'embaucher des ingénieurs en Suisse. Ça, c'est génial. Ouais. Toute notre équipe est basée à Lausanne, enfin à Prilly essentiellement. C'est beau de voir cette aventure sur le sol helvétique, si on peut dire ça comme ça. Parce que souvent, on dit que les Américains font mieux, mais c'est aussi bien de regarder ce qu'on fait, ce qui marche chez nous. Ouais. On a une approche complètement différente avec les startups américaines où le but ça va être de faire de l'hyperscaling avec des plateformes SaaS. Alors ça paraît facile, mais il y a une compétition dans ce domaine qui est considérable. Donc nous on a une approche un petit peu plus calme, tranquille, un peu plus deep tech on va dire, que je pense sera gagnante sur le long terme. Est-ce que ça a changé ton quotidien, cette levée de fonds, dans le sens où est-ce que ça transforme tes fonctions, ton job actuel, ou est-ce que tu continues comme tu avais commencé ? Non, dès qu'on fait une levée de fonds, qu'on fait rentrer des investisseurs, évidemment, ils font partie de l'aventure. Des investisseurs qui sont très en recul, qui ne vont pas forcément s'impliquer et puis qui vont juste attendre les bonnes nouvelles. Et puis il y a ceux qui sont impliqués, en particulier les membres du comité d'administration, qui deviennent partie prenante dans les décisions. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est une autre phase où on partage notre projet avec d'autres personnes. Ouais. Et ça, psychologiquement, au début, c'est un petit peu dur parce qu'on se dit « Attendez, les gars, c'est mon idée, c'est moi, c'est tous mes efforts, jusqu'ici, c'est moi. » Mais en fait, c'est pas comme ça que ça marche. C'est des gens qui investissent, qui croient en nous. Et donc, il faut les intégrer dans le projet. Il faut accepter de dévier. En général, c'est des gens qui donnent des bons conseils, ils ont envie qu'on réussisse. Et c'est ce que le premier conseil d'administration, c'est toujours une prise de conscience de « Ok, maintenant, on est plusieurs décisionnaires dans cette boîte, c'est plus juste moi et mon cofondateur. » Et c'est une très bonne chose parce que on peut faire des erreurs si on n'est pas accompagné correctement. Vous êtes basé au campus Unlimit Trust. Oui, on a eu la chance d'être le premier batch de start-up à rentrer là-bas. À l'époque, il y avait encore des fils qui pendaient au plafond. On est rentré en janvier 2023. Est-ce que c'est un écosystème qui est aussi bénéfique pour le développement de Seasky ? C'est incroyable d'être là-bas. Très honnêtement, je le dis toujours. Et puis quand on recrute quelqu'un dans l'équipe, on met ça vraiment en avant. C'est une chance. Il se passe de plus en plus de choses au Unlimit Trust. Il y a des événements, il y a des workshops, il y a des entrepreneurs brillants avec qui on peut échanger. Du coup, on crée des partenariats entre startups, ou en tout cas, on s'entraide. Moi, je connais toutes les startups en tout cas de l'étage du bas et certains de l'étage du haut. Et c'est génial, c'est super. Et puis quand on accueille des clients dans cet espace magnifique et moderne, ça donne une bonne impression. Ouais, c'est vrai. Ils en ont un petit peu marre de badger 15 fois parce que c'est ultra sécurisé. Ça fait partie de l'aventure, du décorum, du folklore, ouais, exactement. Mais ça donne vraiment de la crédibilité et puis c'est super d'être là-bas. Quel est un peu... j'aimerais bien avoir ton avis sur tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'intelligence artificielle et notamment au niveau des investissements en fait, massifs qu'on entend principalement de la presse américaine. Ces investissements dans les infrastructures. Quelle est un peu ta sensation, ta vision et ta compréhension de ce qui se passe dans l'IA de manière plutôt avec une vue... mondiale, si on peut dire ça comme ça. Ouais. On pourrait parler exclusivement de ça dans un podcast entier, donc je vais essayer d'être bref, mais
on est en train d'observer cette course à l'armement, en quelque sorte, qu'on craignait tous. C'est-à-dire que c'est à celui qui aura les plus grosses machines à disposition. Alors, on a Elon Musk d'un côté, on va avoir Meta de l'autre, on va avoir Google, évidemment, puis de l'autre côté, on a les Chinois, donc, avec DeepSeek ou Qwen, qui est aussi un modèle open source. Eux, ils ont accès à moins de ressources, mais néanmoins, ils se débrouillent mieux que les Américains. Avec des petites ressources, ça va faire des modèles qui sont aussi performants. Mais le but, c'est vraiment d'avoir le data center le plus puissant au monde. Donc, c'est vraiment une course à l'armement. L'IA peut être vue comme une arme. Et ça va avec une logique de dérégulation, en particulier aux États-Unis, parce que c'est complètement dérégulé en Chine. L'individualité n'existe plus en Chine. Donc c'est un choix gouvernemental. On peut aimer ou pas aimer, mais c'est un fait. Donc la dérégulation des États-Unis et cette course au hardware, c'est de ça qu'on parle, alors, est un petit peu inquiétante. Pourquoi ? Parce qu'on ne prend peut-être pas toutes les précautions nécessaires. On a tous ce sentiment qu'on va arriver à un niveau d'intelligence à un moment donné où il est possible qu'il se passe des choses un petit peu hors de contrôle. Alors, je pense que l'humanité est suffisamment intelligente pour que ça n'arrive pas. Mais voilà, donc on observe ça actuellement et je suis convaincu que c'est l'Europe qui va gagner. Ok. L'Europe va gagner parce qu'elle régule. Donc en régulant, on contrôle, on va moins vite que les autres. Au niveau financier, on peut perdre, en tout cas sur une période. Mais quand on dérégule l'intelligence artificielle, on prend le risque d'effondrement du pays. Pourquoi ? Parce qu'il y a des milliers, des millions de développeurs, de jeunes cerveaux qui développent des solutions qui vont être de plus en plus autonomes. Et on ne peut pas exclure le fait qu'il puisse y avoir un effondrement massif de l'économie induit par une intelligence artificielle qui n'est pas régulée. Donc je ne suis pas en train de dire que ça va arriver, mais c'est une possibilité. Et quand on dérégule l'IA, on prend ce risque. Donc si ça arrive, c'est l'Europe qui va gagner, en tout cas vis-à-vis des États-Unis. Et puis du côté de la Chine, c'est la même chose. Est-ce que l'aspect sur la régulation, je comprends tout à fait ton point, mais sur la maîtrise de la technologie, moi, ce que peut-être j'arrive à voir, c'est que l'Europe maîtrise un peu moins les technologies que d'autres continents qui ont les mains dedans. Est-ce que ça, déjà, c'est vrai ou est-ce que c'est faux sur cet aspect de maîtrise de la technologie ? Donc, c'est-à-dire sur le développement des nouveaux modèles d'IA, par exemple ? Par exemple, ou le hardware, les deux en même temps. De manière générale, je comprends sur cet aspect de régulation. Par contre, sur cet aspect de maîtrise de la technologie, est-ce qu'on est en avance, en retard ? Est-ce qu'on maîtrise bien ces modèles d'intelligence artificielle ? Moi, je crois qu'on est dans une époque où l'IA s'est complètement démocratisée pour les développeurs. L'IA, c'était initialement un outil d'ingénieur qui est devenu un outil de développeur et ensuite grand public. Donc le grand public peut jouer avec l'IA maintenant. Mais les développeurs, ils ont accès à tous aux mêmes outils au final. La communauté open source est là pour ça. Je veux dire, il y a des projets comme Hugging Face qui sont justement là pour aplatir disons, les avantages technologiques d'un parti ou d'un autre. Donc je pense qu'on a tous accès aux mêmes outils, on a tous des gens brillants qui les utilisent. Après, c'est plutôt une question de volume de gens qui développent. Alors évidemment, aux États-Unis, c'est un grand pays où il y a beaucoup de gens brillants qui sont axés sur la tech et qui vont peut-être aller plus vite. Et puis, ils ont cette culture d'aller vite aussi. Mais je crois qu'en Europe, on a tous accès aux mêmes outils que les Américains et que les Chinois. Et que même les Chinois nous proposent leur modèle en open source, donc on peut l'utiliser. Après, c'est les investissements qui vont faire la différence dans les projets. Et les infrastructures, c'est aussi quand même un poids dans la balance. Je crois que le data center de je ne sais plus, Elon Musk, ou en tout cas où il fait tourner son IA, il n'y en a aucun qui peut se comparer à ses capacités. C'est sûr, mais là aussi, il y a un risque d'investir massivement dans des puces extrêmement chères, fournies souvent par NVIDIA, pour entraîner des modèles de taille gigantesque. Mais on s'aperçoit que les Chinois arrivent à faire la même chose avec du matériel beaucoup plus bas de gamme, enfin, entre guillemets. Donc, faire attention à ne pas surinvestir. C'est pour ça aussi que les actions NVIDIA se sont effondrées quand DeepSeek est sorti. Ils ont dit, mais attendez les gars, nous,
on arrive à avoir un modèle encore plus malin que le vôtre, avec des ressources beaucoup plus faibles. Donc les investisseurs se sont dit, attendez, mais vous nous vendez vos GPU à des prix exorbitants. Au final, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Donc oui, ils ont un avantage compétitif, ils vont pouvoir créer des LLM de plus en plus performants, mais faire attention à ne pas surinvestir aussi dans des infrastructures. Mais pour répondre à la question initiale, en Europe, c'est vrai qu'on a moins accès à ces data centers haut de gamme, évidemment. Ça me fait penser à l'aspect énergie, parce qu'on parle beaucoup aussi de l'IA polluante, justement sur tous ces gros serveurs. Quand on fait de l'IA embarquée, on est sur des plus petits modèles. Est-ce que c'est aussi un avenir pour un numérique responsable? Totalement. C'était un de mes premiers slides dans mes pitch decks initialement, quand je présentais le projet. Je disais toujours que l'IA embarquée, ça va permettre de réduire la facture énergétique de l'IA en utilisant des modèles qui sont beaucoup plus malins, entre guillemets, c'est-à-dire qui sont plus focalisés, plus petits et plus spécialisés. C'est très drôle parce qu'au départ, quand on faisait du machine learning, on faisait ça, on faisait des modèles spécialisés. Après, on est passé à des modèles gigantesques, généralistes, qui sont capables de faire tout, ce qu'on leur demande. Mais dans la majorité des cas, on a besoin d'une fraction infime de ces capacités. Donc l'IA embarquée permet de faire ça, d'avoir des modèles qui sont focalisés, du coup qui sont beaucoup moins gourmands en énergie. On va réduire la facture d'énergie digitale grâce à ces outils. Et on a tous aujourd'hui maintenant des laptops, des ordinateurs portables qui ont des puces maintenant qui vont être capables d'exécuter de l'IA directement sur l'ordinateur. On a déjà payé pour le hardware, donc autant utiliser les ressources qu'on a sous nos yeux. Et ça, Microsoft l'a bien compris avec ses Copilot PC. Et puis il y a plein d'autres technologies. Oui, Apple avec son Apple Intelligence, j'ai un petit peu testé. Pour l'instant, c'est pas ça. C'est ce qu'on nous dit aussi. Moi, je suis toujours très surpris parce que quand on nous dit que Copilot de Microsoft est pas terrible pour faire de la transcription, et puis en fait, la vérité, c'est que ça leur coûterait très cher de déployer les meilleurs moteurs de transcription pour tout le monde. Et du coup, ils sont obligés de mettre des modèles un petit peu moins performants, ce qui crée de la frustration. Mais ils ont un tel monopole qu'au final, c'est OK, je pense. Comment tu vois un petit peu le futur pour les prochaines étapes avec Seasky et notamment avec l'arrivée aussi de ces agents IA qui permettent un peu plus d'action? Comment vous avez imaginé tout ça? Ouais, alors on a déjà en fait des agents dans notre système. Au final, on a un agent qui fait la transcription audio, on a un agent qui va séparer les voix, et puis ensuite on a un agent d'IA générative qui va générer les PV. Donc on a déjà un peu cette logique de moteurs d'IA qui communiquent entre eux. Bon, les agents, c'est un petit peu au-delà de ça. C'est des LLM qui ont accès à des outils. Les outils, ça peut être un simple calcul, mais ça peut être aussi à naviguer sur Internet ou à interagir avec d'autres agents. Donc ça, c'est le futur de l'IA. Il y a énormément d'applications. La plus logique, c'est par exemple, réserve-moi un billet de train, débrouille-toi, tu as mes coordonnées bancaires, alors, attention, tu as tout, débrouille-toi, trouve-moi le billet et achète-le-moi. L'IA agentique peut être associée à du hardware aussi. On peut imaginer avoir une flotte de devices edge, et chaque device est un agent spécialisé. Et ça pourra être dans le futur un outil de gestion de crise aussi. Si une grande organisation s'est fait attaquer et puis que tous les outils d'IA sont down, sont plus disponibles, et ben on pourra activer ces agents en cas de crise qui vont tourner sur du hardware local. Et ça, c'est voilà, je pense que c'est une belle idée de start-up d'ailleurs. Ouais, complètement. Voilà. On est là pour peut-être le faire dans quelques temps. Mais voilà, donc en tout cas, si je ramène le use case des agents à ce qu'on fait nous, c'est un petit peu comme ça que je le vois actuellement. Mais les agents, il faut se méfier parce que, juste pour finir là-dessus, en fait, quand on joue avec, moi j'ai fait des petits projets avec des agents, c'est très rigolo de les voir communiquer entre eux, mais en fait, la majorité de ces tâches, on peut faire avec un seul agent. On n'a pas besoin d'avoir 25 agents qui communiquent, alors toi, tu es le CEO, toi, tu es le CTO. Au final, un agent qui est bien programmé avec un prompt arrive à faire parfois aussi bien. Par contre, pour faire communiquer des systèmes entre eux, ça c'est génial. Donc, entre différents parties, donc un outil Google qui communique avec un outil, je sais pas, Salesforce par exemple. Là, on est obligé d'avoir des agents multiples. Ouais. Et ça va se démocratiser, bien sûr.
Donc on y va gentiment. Quelle est, selon toi, un peu cette évolution du monde du travail et aussi de la taille des entreprises et est-ce qu'on va vers une économie complètement réinventée presque? Oui, je pense qu'il y a beaucoup d'inquiétudes. On a une petite bête qui passe depuis tout à l'heure. Je vais juste la mettre sur le côté. On l'a fait. On peut la mettre par terre. Il y a beaucoup d'inquiétudes. À chaque fois que je participe à des panels en Suisse ou en France, les gens viennent nous voir, après, moi ou les autres participants, et nous posent la question justement à comment ça va transformer nos jobs. Je pense qu'évidemment, la grande transformation va venir quand on va voir les premières startups générer des millions, peut-être des milliards, avec 2-3 personnes, ou peut-être même une personne. Ça, à mon avis, c'est sûr que ça va arriver. Donc, une fois que ça va arriver, les grandes entreprises qui ont des dizaines de milliers d'employés vont sérieusement se poser des questions. Dire, attendez, on fait moins de revenus que ces petits jeunes qui sont deux. Donc il y a un problème dans notre organisation. Bon, ils sont déjà en train de le réaliser, c'est pour ça que malheureusement il y a des emplois qui sont supprimés. Ça va profondément transformer. Après, c'est un sujet de débat, on pourra en parler pendant des heures. Mais je pense que ma vision à moi, c'est que peut-être à 5 ans, on va avoir de plus en plus d'organisations où on a les exécutifs qui ont accès à des dashboards qui sont alimentés par des agents IA, qui auront accès à toutes les données d'entreprise. Et à la fin, c'est ces dashboards qui vont permettre de prendre les décisions. Et alors, tous les gens qui sont en dessous des exécutifs, le gros point d'interrogation, c'est est-ce qu'ils seront toujours là ou pas ? Et quels seront leurs rôles ? Il y a plein de nouveaux jobs qui vont apparaître, des auditeurs IA, des gens qui contrôlent les agents. On peut tout imaginer. Mais il faut reconnaître que je ne vois pas tellement un futur où on peut garder les organigrammes actuels, malheureusement. Ouais, il y aura une réorganisation certaine. Et c'est en combien de temps et puis comment on gère ça, en fait. Il y a des solutions. Évidemment, le revenu universel va être remis sur la table très régulièrement. Mais voilà, en fait, on va tous, d'une manière ou d'une autre, devenir des experts de ces technologies qu'on va utiliser tous les jours. C'est déjà le cas aujourd'hui. Et je pense qu'il faut passer du temps sur les loisirs créatifs. Ouais, c'est vrai. Être un artiste, c'est bien, finalement. Ouais. Non, mais ça va être intéressant de voir comment la société évolue autour de ça. Mais je pense qu'il faut rester positif. Je pense qu'à un moment donné, on va se poser les bonnes questions et puis on essaiera de réorganiser autour de ces outils. Le but, je pense, peut-être pour conclure, c'est que ces outils, au final, ils nous aident à collecter plus de ressources, au final, pour qu'on puisse partager équitablement. Et je pense qu'il y a une grande priorité à mettre sur les projets qui permettent justement de gérer les ressources, de générer des ressources au sens large, où là, il y a vraiment un enjeu majeur pour le futur. Est-ce que tu aurais une recommandation à nous faire sur des podcasts, des chaînes YouTube ou un livre qui t'aurait vraiment marqué ou qu'on doit lire une fois dans notre vie ? Alors, comme je te disais tout à l'heure quand on discutait avant de prendre l'antenne, je suis pas un gros lecteur de livres de développement personnel pour l'entrepreneur. Peut-être je devrais le faire un petit peu plus. Par contre, pour ce qui est des podcasts, je suis assez fan de ce que fait Lex Fridman. Je trouve que c'est des formats hyper intéressants qui sont très longs et je m'étonne parfois à regarder le truc de bout en bout. Et c'est passionnant, il invite des gens brillants sur tout type de sujet, que ce soit l'IA ou que ce soit la géopolitique. Il y a énormément de choses. Je trouve que c'est un contenu incroyable. Ouais, il est super. Effectivement, avant d'appuyer sur le bouton Start pour tourner, on en parlait. Ouais. Et puis, on aime bien un petit peu agrandir la communauté Alpacity. Est-ce que tu aurais une personne à nous recommander d'inviter sur la chaîne ? Moi, je pense que Najib Awini de Duoki serait un très bon interlocuteur pour vous. C'est quelqu'un avec qui on interagit régulièrement. C'est un petit peu un modèle pour nous parce qu'il a une entreprise qui fonctionne très bien, une start-up à succès. Et il a beaucoup de choses à dire sur la technologie et puis le business en général. Donc, voilà. Écoute, merci infiniment. On va le contacter. Hugo, merci beaucoup.
Je souhaite vraiment le meilleur pour Seasky et on suit de près vos aventures. Merci d'avoir pris le temps de témoigner aujourd'hui et puis bonne journée. Merci beaucoup. Merci Delphine.